Le parricide de Léhir, chapitre 2. Isolé, non loin des bois, le petit plan d'eau prisé des pêcheurs dominicaux est situé à mi-chemin entre Bouxières-aux-Chênes, 900 âmes, et Léhir, une centaine d'âmes de moins. Or, dans ce deuxième village, Léhir, la nouvelle du cadavre découpé provoque des interrogations. Une semaine plus tôt, l'un des habitants, Joseph Ancion, a disparu. Depuis, sa femme, la Titine, comme l'appellent ses voisins, brûle un cierge chaque jour à l'église et vit enfermée dans sa maison au centre du village, dont les volets sont restés clos depuis 8 jours. Dès lors, le cadavre pourrait-il être celui d'Ancion? Lorsqu'on l'informe de la découverte d'un corps, Madame Ancion se montre incrédule, certes volontiers ivrogne et parfois sans retenue. Son mari ne se connaît pas d'ennemi et rien n'expliquerait qu'il soit la victime d'une telle barbarie. Elle n'est, jure-t-elle, quoi qu'il en soit, pas inquiète. Joseph a dû, selon elle, partir sur un coup de tête pour aller chercher du travail à l'asile de Maréville, le plus grand de France, situé à une vingtaine de kilomètres de là. Bourru et obstiné, Ancion est familier de ces fugues dont il revient toujours, quelques jours plus tard, sans jamais donner d'explication. Le voisinage insiste, fait part de ses inquiétudes, s'étonne de la coïncidence autant qu'il suspecte, car la rumeur publique a devancé l'enquête et a rapidement accusé l'épouse et le fils Ancion d'être à l'origine de cette mystérieuse disparition survenue le dimanche 20 février. Les gendarmes, mis au courant, se laissent convaincre par la piste, faute de mieux. Pas encore suspect, mais témoin privilégié, Madame Ancion et son fils Charles, 24 ans, sont emmenés sur l'étang pour examiner les restes de cadavres où des dizaines de curieux les attendent. Devant le corps écartelé, le jeune homme se montre d'abord impassible, assuré, calme, détaché, un morceau de pain à la bouche. Il se penche, examine, ausculte. Au bout d'une minute, il est définitif, il tranche, cet homme n'est pas son père. Bien sûr, concède-t-il, le pantalon est semblable à celui de son aïeul et un bout de ficelle est similaire en tout point à celui que Joseph Ancion a l'habitude de porter au poignet. Mais, mis à part ces détails, le décapité ne présente aucun signe permettant de l'identifier comme étant le disparu de Léhir, affirme le fils, qui repart soutenir la conversation avec les badauds à bord de l'étang, devant des gendarmes médusés. La confrontation de Madame Ancion avec la macabre pêche est encore moins fructueuse. Trop apeurée, la Titine refuse de s'approcher. Les enquêteurs décident alors de convoquer le beau-frère, le frère de Titine, M. Marchal, puisqu'il est l'un des derniers à avoir vu Ancion père une semaine plus tôt. Cette fois, la ficelle, si caractéristique, le convainc. Surtout, la victime présente une verrue près du cou, la même que Joseph Ancion. Aucun doute possible pour lui, il s'agit bien des restes de Joseph. Le fils, qui fait montre d'une égale désinvolture, proteste. Il n'avait jamais remarqué une telle excroissance chez son père. Sur ordre du procureur, les restes humains sont transportés vers une ferme à proximité. Charles Ancion, dévoué, mais sans affect, se propose d'aider les gendarmes et de les accompagner une partie de la soirée.
À minuit, il les quitte et repart vers Léhir. Alors qu'il marche près de l'étang, le jeune homme est soudain pris d'un malaise, une crise d'angoisse qui l'oblige à réclamer l'aide de voisins pour l'accompagner jusqu'à la maison familiale.